Nous sommes en juin 2022 et en France, il y a quelques jours, le débat a fait rage parce que sur les réseaux sociaux, des lycéens se sont exprimés et ont raconté combien ils avaient raté leur bac de français parce qu'ils n'avaient pas compris le mot ludique qui était dans l'épreuve qui s'intitulait « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Alors beaucoup ont rendu copie blanche, certains ont fait des contresens pensant même que ça signifiait dangereux, alors que cet adjectif évidemment a trait au jeu. Et ça a créé tout un scandale. Donc plusieurs raisons étaient invoquées pour expliquer ce phénomène qui vraiment signe un appauvrissement du langage, surtout chez les jeunes. Donc bien souvent, les parents n'ont peut-être pas de livres chez eux, ou beaucoup moins en tous les cas que dans les générations passées. Et puis souvent, les écrans sont constamment allumés. Et quand on est sur un écran, on a peut-être moins de temps pour lire et on prend moins ce temps pour ouvrir un ouvrage. Ouais, et puis moi je dis, la lecture du soir chez les plus petits par les parents, ça devrait carrément être un devoir parental. Obligatoire. Alors le rôle dévastateur de ces écrans auxquels les jeunes sont bien souvent trop exposés, en fait ça les empêche de rêvasser, d'imaginer, de laisser leur esprit vagabonder. Et c'est vrai qu'on les laisse plus s'ennuyer, ces petits bonhommes. C'est vrai, moi je me souviens, ce club des 5, moi je m'y voyais à côté de Dagobert, le chien, et j'avais le cœur qui battait la chamade en lisant leurs aventures le soir. Bon, le club des 5, c'est un petit peu moins ma génération, oui, mais j'entends. Tu as certainement d'autres livres qui t'ont fait palpiter quand tu étais plus jeune. Alors une autre explication à ce phénomène, c'est aussi qu'on ne donne peut-être plus assez le goût aux enfants, aux élèves de la lecture, et on leur donne peut-être des ouvrages qui sont décalés par rapport à leur génération, ou des classiques, mais est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de lire des classiques? Peut-être qu'on devrait aussi s'adapter à eux et au monde dans lequel ils vivent. Oui, et puis je te confirme qu'un enfant dégoûté de la lecture, c'est quand même rarement rattrapable, et effectivement l'exposition à des classiques trop tôt, ça peut amener là, et pourtant j'avoue, même en tant que parent, c'est quand même difficile avec toutes ces tentations de les inciter à lire, et pourtant moi je suis littéraire, j'adore lire, alors j'imagine pour les parents qui sont pas forcément très fans. Et puis vient aussi ce problème des langues finalement, parce que quand toi tu es, je sais pas, de langue française, et que tu es dans un pays où on parle l'anglais, ça complique un petit peu la donne. Ça peut être aussi c'est vrai un frein finalement. On se confronte à ça aussi à Luxembourg avec 3 langues souvent parlées à la maison. C'est ça. Alors il y a ce problème de lecture, mais paradoxalement, l'offre est vertigineuse. Et rien qu'en France, selon la Bibliothèque nationale de France, plus de 200 livres sont édités ou bien auto-édités par jour, et un quart de ces livres vont être détruits sans avoir été lus. Ouais, ça représente un vrai gâchis. Et pourtant, en regroupant les différentes études qu'on a recherchées en préparant le podcast, on voit qu'il faut lire environ 100 de livres sur une liseuse pour que ça commence à être intéressant sur le plan environnemental. Ah oui, il faut y aller. Hein. Il faut en lire beaucoup. Sachant quand on lit sur une liseuse, on lit aussi en parallèle des livres papier, donc souvent, oui. Ça complique un peu la donne. Et donc, avec toutes ces études, en fait, on voit que la majorité des gens lisent entre 1 et 9 livres par an. Donc on en est loin des 100 livres. Et si on se situe dans cette moyenne, il faudra 10 ans, si on fait le calcul, pour qu'on ait compensé l'impact environnemental de notre liseuse par rapport à l'achat des livres classiques. Et souvent, bien sûr, ces appareils sont obsolètes rapidement. Évidemment, ils ne durent pas 10 ans. Non, il faut les remplacer. Et là, l'impact environnemental, bien sûr, il augmente. Donc, on est rassuré, le livre a un bel avenir. Effectivement. Dans ce contexte qu'on vient de décrire un petit peu partagé, nous qui aimons encore griffonner, annoter nos bouquins de cours pour Camille qui poursuit ses études de naturaux, ou bien pour moi. Je confirme, Anne-Claire adore les post-it, il y en a partout. Lire un bouquin d'Anne-Claire, c'est riche. Et moi, j'adore les bouquins de Camille, surtout ceux qui ont plongé dans le bain avant. Et oui, je lis dans mon bain, ça arrive. On est très curieuse de savoir ce qui a poussé notre invitée du jour, Irina Roman, à créer Green Library, la première librairie d'occasion en ligne du Luxembourg. Évidemment, nous sommes fans de l'idée et nous avons hâte d'en savoir plus. Alors, bonjour Irina. Bonjour Irina. Bonjour. Est-ce que tu serais d'accord, mais je suis sûre que oui,
pour commencer par te présenter un petit peu, expliquer ton projet et comment est-ce que tu as eu cette idée? Oui, bien sûr. Alors, j'habite au Luxembourg dès que j'ai 7 ans. Je viens de la Roumanie et je suis allée à l'école européenne ici. J'ai toujours aimé lire. Ma mère lisait beaucoup quand j'étais plus petite aussi et elle lit encore, moi aussi. Mais je suis partie en Angleterre et en Irlande pour étudier et j'ai vu que là-bas, on avait plusieurs choix pour acheter les livres. Alors, quand je suis revenue il y a un an au Luxembourg, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une solution simple et écologique pour vendre et acheter des livres seconde main ici au Luxembourg. Alors j'ai décidé que peut-être c'est moi qui peux commencer cette petite révolution écologique ici au Luxembourg. Ah, c'est génial. Et alors j'ai lancé The Green Library, qui est une librairie de seconde main en ligne au Luxembourg où les gens peuvent vendre et acheter des livres. Excellent. C'est génial. Alors du coup, comment fonctionne le dépôt et quelles sont un petit peu les conditions que tu as mises en place? Quels sont tes critères en fait pour les choix des bouquins? Alors c'est un processus simple, c'est basé sur un contrat dépôt-vente. Les gens me envoient un message sur le site web. Après ça, je choisis les livres qu'ils me proposent et j'essaie de choisir des livres qui sont ou des classiques ou écrits par des auteurs connus ou des choses intéressantes pour les gens, des livres modernes, des livres en bon état aussi, un peu du tout. Et après ça, ils déposent leurs livres chez moi et s'ils sont vendus en 3 mois, ils reçoivent 40% du commission et sinon ils peuvent reprendre leurs livres ou sinon je les donne au centre de recyclage au Luxembourg où il y a des étagères où on peut laisser les livres et les échanger. Ah, effectivement, j'ai déjà vu ça dans les déchetteries du coup où tu peux venir chercher des bouquins et en récupérer. Alors, je suis d'accord avec toi, Irina. Venant de Paris, moi, à l'époque, je m'étais fait la même réflexion qu'à Luxembourg, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller dans une librairie ou, et c'est venu après, d'utiliser le fameux A, que chacun connaît, bref. Mais depuis, quand même, j'ai vu apparaître plusieurs choses. Bon, il y avait quand même des bibliothèques, mais j'ai vu aussi apparaître dans les communes plusieurs, tu sais, des boîtes ou des endroits où on peut déposer des livres et faire des échanges sans rien du tout. En fait, on le dépose, quelqu'un veut le prendre, peut-être en ramener un ou pas, peu importe. Donc là, il n'y a pas vraiment de conditions. Alors, quelle est pour toi la plus-value de Green Library par rapport à cette offre? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr que j'ai des concurrents aussi, comme vous avez dit, les boîtes, les bibliothèques et tout ça, mais je trouve que les boîtes sont pas assez. J'ai essayé de les utiliser une fois, car c'est au Luxembourg où il y a beaucoup de langues, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Il va y en avoir une sélection très petite parce que les boîtes sont petites. Et en plus, on ne sait pas si on va trouver la langue dans laquelle on veut lire. Ouais, c'est vrai. Alors, il faut passer souvent pour peut-être dénicher une pépite, mais c'est pas garanti, c'est pas coup sûr. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas conduire dans une autre commune pour trouver peut-être une boîte quelque part, pour trouver un livre une fois qu'on veut lire et tout ça. Ça devient compliqué. Oui, exactement. C'est une très bonne idée. J'aime les boîtes, mais je crois que pour moi, c'était pas assez. Alors, je voudrais avoir une solution qui était plus simple, où on peut chercher comme un site web. Dans notre propre maison, on peut rester chercher, voir les livres et les acheter très facilement. Et aussi, sur un site web, on peut aussi vendre nos livres. Et je crois que ça, c'est le atout le plus important de Green Library, qu'on peut vendre les livres qu'on a déjà, parce qu'il n'y a pas une solution pour ça au Luxembourg pour le moment. Effectivement, des fois, on se retrouve avec des bibliothèques remplies, je sais de quoi je parle, et on ne sait plus trop quoi faire de ces livres qu'on ne lira souvent qu'une fois, malheureusement. On peut les prêter, bien sûr, mais à un moment, c'est limite. Oui. Et donc, tu parlais des langues. On sait très bien qu'au Luxembourg, effectivement, il y a beaucoup de langues. Et comment tu t'organises pour gérer ces langues? Comment ça se passe? C'est difficile. J'essaie de vendre toutes les langues qui sont les plus parlées au Luxembourg. Ça veut dire le français, l'anglais, l'allemand et le luxembourgeois. Mais ça dépend de chaque mois et chaque semaine de qu'est-ce que les gens me proposent. Parfois, il y a des gens qui ont que des livres en allemand, d'autres fois que en anglais, et j'essaie d'avoir un petit de tout dans ma librairie. Tu es un peu en espagnol aussi? Non. Non, pas du tout. Désolée. Et en portugais? Non plus. Ça viendra. Oui, exactement. Oui, parce que c'est quand même des communautés qui sont bien présentes. Et c'est des langues qu'on apprend souvent à l'école aussi. C'est vrai. Ouais. Alors, on parlait des langues. Tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, Irina, les livres de classiques ou d'auteurs un peu connus. Mais quel type, justement, d'ouvrages on peut trouver sur Green Library? Est-ce que ce sont uniquement des romans ou est-ce qu'il y a aussi des livres pratiques, voire, tu sais, des beaux livres avec des belles photos, des choses qui sont presque des œuvres un peu plus d'art? Je ne sais pas comment on peut les classifier. J'essaie d'avoir un peu du tout. Encore une fois, ça dépend du jour ou du mois ou
des personnes qui veulent vendre leurs livres, j'essaie d'avoir tout, des livres pour enfants, des romans, des livres d'art, d'histoire, un peu du tout. Et comme ça, tout le monde a quelque chose pour eux-mêmes. Oui, c'est vrai que c'est pas des vieux livres que c'est pas trop si on y lirait un jour ou pas. J'ai vu d'ailleurs sur une photo que tu as publiée récemment sur Instagram, un livre que je m'étais procuré il y a peu sur la méditation pour les enfants. Donc il y a vraiment un choix qui a l'air très très large. C'est D'autant chouette. que le livre en question a en plus un CD. Comme à l'ancienne, un CD. Mais ma chère Anne-Claire, moi je n'ai plus de lecteur CD. Voilà, mais moi je l'ai, le livre avec le CD. Encore. J'ai gardé mon petit lecteur CD pour pouvoir le faire écouter. C'était l'instant Mamie Anne-Claire. Donc tu as, Irina, un site et plusieurs points de dépôt. Comment ça fonctionne avec tes clients? Oui, alors ils ont deux choix quand ils achètent les livres. Soit je les dépose chez Oni pour un tarif réduit. Ça coûte juste 1,60 € pour livrer n'importe combien de livres chez Oni. Et le tarif va chez Oni pour soutenir leur magasin et leur effort écologique. Soit je les fais une livraison par poste qui coûte un peu plus, mais c'est plus simple, plus facile pour les gens. C'est dans les deux magasins de Ouni, du Lange à la gare? Oui. Tout à fait. Donc effectivement, pour les gens qui sont dans ces régions-là, c'est facile peut-être de se déplacer, mais si on est dans le nord, alors il vaut mieux effectivement peut-être se le faire envoyer, voir ce qu'il coûte le moins en carbone, en émissions carbone, parce que c'était l'un des sujets qu'on a récemment évoqué. Comment est-ce que tu vois ton développement futur? C'est une question que je me pose chaque jour parce que j'aimerais avoir une boutique physique, un magasin, mais avec le loyer ici et les prix au Luxembourg, c'est tellement difficile d'avoir un magasin et de payer tout juste en vendant des livres d'occasion. Je reçois 2-3 € par livre et c'est pas assez pour payer le loyer, les salariés, l'électricité, tout. Ouais. Effectivement, on imagine bien la problématique. D'autant que c'est quand même quelque chose qui est récurrent puisqu'on a interviewé des gens récemment qui sont aussi dans des pop-up stores ou des formules comme celle-là mais qui n'arrivent pas à s'implanter et c'est encore un message qu'on peut passer. Il est temps de proposer des lieux de vente accessibles pour les gens qui les louent, de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'intégrer, s'incarner, s'implanter dans le système local. Et vraiment, nous, on milite pour ça. Surtout le second hand, comme tu disais, où finalement, c'est moins cher, donc ce que tu récupères est moindre également. Et comme vous avez dit aussi, le local, on a besoin des choses plus locales ici, pas juste Gucci et Zara qui sont sur les grandes rues. On a besoin des espaces où les gens peuvent rencontrer des autres gens, où on peut consommer plus consciemment. Même des petits créateurs, sans passer par les grandes enseignes peu abordables, on ne va pas se le cacher. Oui, c'est vrai qu'on manque quand même à Luxembourg et en ville un peu plus nettement encore maintenant, je trouve, de mixité, parce que c'est très bien qu'il y ait des Gucci, des Chanel et autres. C'est vrai que c'est tout ou rien. Mais voilà, c'est un peu difficile de trouver une palette, elle est assez peu variée, je trouve, c'est dommage. Alors nous en avons parlé en introduction, la lecture est un petit peu en perte face aux écrans, et c'est un vrai sujet de préoccupation pour les enseignants, mais aussi pour les générations futures. Et comment transmettre une culture, une information de qualité sans lecture? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et quelles idées concrètes tu pourrais donner à nos auditeurs pour se replonger dans un livre et découvrir peut-être tout l'univers que l'on a tant aimé dans notre jeunesse et donner le goût de lire aux plus jeunes? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme petits trucs et astuces à donner à nos auditeurs? Alors moi, par contre, je crois que les gens commencent à lire de plus en plus. Après le confinement et le Covid, je crois que les gens ont recommencé à lire. Alors, il y a ça. Mais aussi, s'il y a des gens qui ont du mal à se replonger, comme vous avez dit, dans un livre, mon conseil est d'analyser quel type de films et des séries vous aimez regarder et trouver des livres du même sujet. Parce qu'avant, moi aussi, je croyais que je dois lire tous les classiques ou les livres romantiques, mais en fait, j'aime même pas regarder les séries romantiques ou les films classiques. Je préfère les films d'action. Oui. Non, mais vraiment, j'aime les documentaires, je sais pas, mais alors, ou les livres les documentaires plus pratiques. Alors, je me suis dit, pourquoi lire des mêmes sujets que j'aime pas regarder? C'est vrai, c'est pas bête, je m'étais jamais fait cette réflexion. Alors, ça c'est mon premier conseil. Pour les adolescents, je crois aussi que ça recommence cette culture de lire et des livres parce que maintenant avec TikTok et Instagram, il y a cette culture des choses qui sont virales. Et alors,
ça inclut les livres aussi. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de livres que les ados veulent lire maintenant parce qu'ils ont vu sur TikTok, sur Instagram, que tout le monde lit ça. Ah, génial. c'est intéressant. Oui. Et quel type de livre plus particulièrement? Il y a un auteur qui s'appelle Colleen Hoover et elle écrit des livres romantiques pour les adolescents. Alors peut-être que c'est juste les filles qui veulent lire ça. Il faut commencer par quelque part. Exactement. Et par quelqu'un. Ou une autre série qui s'appelle Heartstopper, qui est maintenant une série de Netflix aussi. Et j'ai entendu qu'il y a beaucoup des ados qui lisent le BD. C'est un BD, je crois que c'est moitié livre, moitié BD, je sais pas. D'accord. Et oui, ils sont partout maintenant. Ok. Et tu as, d'ailleurs, en parlant de BD, tu as beaucoup de BD dans tes livres? J'ai quelques-uns aussi, Ouais. oui, prends des BD aussi. Voilà, donc ça veut dire que malgré tout, et comme tout dans la vie, les réseaux sociaux ne sont pas que néfastes Et le peuvent- Covid non plus. Ouais. et que tout ça peut amener finalement à retourner à des choses essentielles et intéressantes pour tout le monde. Irina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour terminer ce podcast? Un message à passer, une idée à lancer, une proposition? Oui, alors j'aimerais demander que les gens me contactent s'ils sont intéressés de créer une coopérative une librairie de seconde main parce que c'est le seul moyen, je crois, que j'ai maintenant pour créer cette librairie physique de seconde main au Luxembourg. Comme ça, j'aurai accès au volontariat, aux dons d'argent et on peut tous ensemble créer un espace qu'on veut qui peut donner du vie aux villes aussi, juste un espace local pour tout le monde. Je l'imagine bien avec un petit café. Exactement, Un petit ouais. thé matcha. Oui, je veux bien, je veux bien. Oui, exactement. Un thé au jasmin, je crois. Je préfère. On fera faire la déco par un de nos interviewés. Exact. On va t'aider, Irina. En tout cas, le message est passé, on l'espère. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci Irina et bon succès à Dream Library. Merci beaucoup.